Un sujet qui est revenu dans les questions, c'est celui de l'addiction aux écrans, l'addiction aux images, l'addiction aux séries aussi, aux séries, je vais pas citer de marque, mais aux séries qu'on trouve sur Internet et que beaucoup de gens regardent, et puis qui créent des phénomènes de visionnage en continu où on reste pendant des heures et des heures et des heures devant son écran à regarder des images. Est-ce que c'est quelque chose que tu as contacté toi-même et sur lequel tu aurais un commentaire, un avis sur le plan énergétique? Oui, effectivement. Alors c'est un sujet sur lequel je peux avoir euh, une expérience intéressante, à savoir que j'ai utilisé des vidéos, j'ai regardé des documents sur mon ordinateur, pas mal, en lien avec mes sujets de recherche pendant une période. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 25 ans, je suis coupée du quotidien de la plupart des gens, c'est-à-dire d'avoir un écran, un téléviseur toujours allumé, de regarder des émissions télévisées. Donc je ne regarde la télévision que lorsque je suis en vacances et lorsque je loue un gîte ou une chambre d'hôtel où il y a une télévision. Et à ce moment-là, je fais un peu comme les enfants, c'est-à-dire je regarde le maximum de choses de façon à me remettre un petit peu en circuit. Donc l'image de la télévision est quelque chose qui ne fait plus partie de mon quotidien et donc pendant toute une période, j'ai été totalement coupée de ce bain visuel par la télévision et aussi par l'ordinateur, puisque j'ai dû introduire l'écran d'ordinateur assez tardivement pour des raisons professionnelles. J'ai fini par ne plus y couper et maintenant, bien sûr, comme la plupart des gens, je suis face à mon écran d'ordinateur pour aller voir mes mails, pour communiquer, pour aller chercher des documents sur Internet, etc., des vidéos, des sources d'informations. Et pourquoi plus de télévision? Plus de télévision, c'est un choix tout à fait personnel, lié au fait que dans ma structure, je me suis rendu compte que après être quotidiennement dans une stimulation liée à la télévision, je garde une partie de moi qui reste connectée à cette fréquence-là. Et c'est aussi le cas pour la radio. C'est-à-dire que je n'écoute pas la radio chez moi. Il m'arrive dans mon véhicule, quand je suis dans un trajet, de mettre la radio. Et pendant toute une période de ma vie, je me suis rendu compte, à l'époque même quand j'étais prof et que j'avais un temps de trajet pour aller au lycée, je mettais la radio, j'écoutais les informations. Et je me suis rendu compte que même 5 minutes de radio dans mon véhicule faisait que je gardais une partie de moi connectée à cette fréquence. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de cette connexion malgré la déconnexion auditive ou la déconnexion visuelle, j'ai souhaité être moins sous cette influence. Et de ce fait, j'ai retiré de mon quotidien l'écoute de la radio et l'écoute de la télévision de façon réellement quotidienne. Donc, j'ai accès à ces sources d'informations, mais de façon ponctuelle, quand j'en ressens le besoin. Et donc pendant toute une partie, donc j'ai été vraiment unplugged, donc débranchée des images et de la source d'information sonore par la radio. Et lorsque j'ai réintroduit l'image dans ma vie, euh, par le biais de l'ordinateur, parce que j'avais besoin de regarder des documents, des documentaires, des vidéos, de communiquer, d'utiliser l'écran pour l'écriture, etc. Euh, du coup, d'un seul coup, et aussi pour mon loisir, j'aime beaucoup le cinéma, mais évidemment maintenant, on a tellement facilement accès au cinéma sur un petit écran que j'ai aussi un petit peu péché par là. Je le regrette d'ailleurs pour le cinéma, mais j'ai aussi maintenant, je regarde des films chez moi par le biais de mon écran d'ordinateur jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol et que je décide de retrouver la sensation d'une vraie salle de ciné. Mais voilà, l'image a repris place dans ma vie. Et dans un premier temps, j'ai choisi la facilité, c'est-à-dire que j'avais des amis plus jeunes que moi qui pouvaient me donner des, des films dont l'image était traitée en moins bonne définition
qu'on ne peut la trouver soit au cinéma, soit sur des vidéos. Comment on appelle ce traitement de l'image, hein, Haute définition? donc il y a le traitement haute définition, et puis il y a des films où le traitement de l'image est de moins bonne qualité et ça prend moins de mémoire. Dégradé, des DivX, enfin, je sais pas. Voilà, des DivX, voilà. D'accord. Donc j'ai eu accès comme ça, parce que ça prend moins de mémoire et que du coup... Ouais, on peut en stocker plus sur... On peut en stocker plus. Ouais. Et donc j'ai pas pris conscience tout de suite, parce que pour moi c'était des termes techniques. Je suis peu enclin à la technologie, j'ai toujours un train de retard. Et donc on m'a dit, quand l'ami en question m'a dit, ben, je peux te donner, j'ai ça en DivX, j'ai dit, bah oui, très bien. Pour moi, il m'aurait dit un DVD, il m'aurait dit... c'était pareil. Et donc j'ai regardé pour mon loisir un certain nombre de films, j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé des concerts, j'ai regardé des choses qui m'intéressaient, et des émissions, etc. Et je me suis rendu compte dans mon travail par la méditation que j'avais une fatigue visuelle tout à fait particulière et différente de si je regardais la télévision ou si j'allais au cinéma. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fatigue ? Et dans mon travail de recherche, je me suis rendu compte que lorsque nous avons accès au traitement de l'image tel qu'il est fait maintenant par des pixels, eh bien notre cerveau est obligé, lorsque nous avons une image traitée avec des pixels, et puis lorsque nous avons une image réelle, une perception visuelle naturelle, eh bien il y a une réelle différence, et notre cerveau, en fait... Donc c'est le numérique, le pixel. Oui, voilà, le traitement numérique. Le traitement numérique de l'image, je ne trouvais pas le terme. Et notre cerveau, en fait, fait un effort dont nous n'avons absolument pas conscience, parce que nous avons l'impression que nous avons la même qualité visuelle et que nous voyons les mêmes choses. Mais en définitive, notre cerveau fait un effort, lui, de traitement de l'image pour, à partir du traitement numérique des pixels dont nous avons l'impression que nous ne les voyons pas parce que notre œil ne fait pas la différence, mais notre cerveau fait un très gros effort de reconstitution de l'image dans sa globalité à partir de ce qu'il connaît. Ceci est une prise d'énergie phénoménale, et plus la qualité de l'image va être, comme on dit maintenant, pixelisée, c'est-à-dire moins la définition va être bonne, et plus plus ça nous fatigue, parce qu'il faut qu'on reconstitue l'image. Le cerveau de reconstituer une image à partir des informations ponctuelles qu'il a en petits carrés. Et je peux attester, parce que je suis plusieurs fois revenue sur cet état intérieur et la fatigue particulière que je ressentais et pour quelles raisons. Donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, je peux attester que plus la qualité de l'image, moins le traitement d'image est de haute définition, plus cet effort est grand pour notre cerveau, premièrement, donc plus le coût énergétique est important. Donc je conseille effectivement de prendre une image avec la meilleure définition possible, mais que néanmoins, même avec une image de grande définition, de haute définition, eh bien il y a quand même une fatigue de notre cerveau qui fait un travail de reconstitution par rapport à une image vraie. Alors cette fatigue de notre cerveau, j'avais, pour moi-même en tous les cas, remarqué que pour par exemple un film en définition courante, j'ai 1h30 de récupération après, entre 1h30 à 3 heures de récupération de cette fatigue cérébrale. Donc ça c'est intéressant. Alors je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études statistiques sur un échantillonnage de personnes pour voir s'il y a une moyenne, etc. Donc ceci n'est valable que pour moi. Mais ça donne quand même déjà un repère. Ça se manifeste comment ta fatigue cérébrale? C'est de la fatigue du cerveau bête et méchante, quoi. T'as plus grande difficulté à te concentrer, à travailler, à lire? Alors, je devrais dire que maintenant, je l'identifie sans qu'il y ait de symptômes de fatigue. C'est-à-dire que c'est rentré dans les mœurs, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Ah oui. C'est-à-dire que si je regarde un film et qu'après je vais me coucher, pendant ma première période de sommeil, mon cerveau va récupérer de cette énergie qu'il a consommée pour reconstituer une image. Ouais. Et que maintenant, donc, que j'aille me coucher après ou non, j'ai conscience de cette fatigue cérébrale et j'ai conscience
de cet état-là, indépendamment du fait que j'ai des symptômes, j'ai pas forcément des symptômes de fatigue. C'est quelque chose que tu ne constatais pas avec les VHS et les traitements argentiques au cinéma dans le temps? Alors c'est trop ancien, à Ouais. l'époque je n'avais pas cette approche Ouais. énergétique, donc je ne peux pas comparer. Et à l'heure d'aujourd'hui, encore maintenant, je pourrais m'amuser à essayer avec différents supports, mais je n'ai pas fait ce travail. Ce serait intéressant d'ailleurs, ce serait tout à fait intéressant de voir s'il y a une différence. La deuxième chose intéressante dont je peux témoigner également, c'est euh, d'avoir également identifié euh, un déphasage, une confusion et une difficulté dans les repères intérieurs produits par la fiction. C'est-à-dire que, prenons une image en bonne définition, le simple fait de regarder un film dans lequel il y a des acteurs qui jouent une scène de vie, mais dont l'état intérieur est différent de quelqu'un qui vivrait cette scène de vie naturellement, spontanément. Il y a donc, dans notre perception visuelle, en fait, lorsque l'on regarde le film, en fait, on se projette dans ce film qui est une fiction. Il y a quelqu'un qui joue un rôle, Mhm. mais qui ne vit pas intérieurement comme s'il vivait cette scène de vie dans sa vraie vie, d'accord? Et que ceci génère une confusion de repères intérieurs, et notamment, Parce que c'est notamment mal, parce que les scénarios sont mal écrits. non, pas du tout, et notamment par les auras. C'est-à-dire que sans que nous nous rendions compte, que nous voyons les auras ou non, notre perception visuelle de l'autre passe par son expression physique, mais aussi par ses manifestations autour du corps, qui sont des manifestations énergétiques. Et si je vois... Ça, c'est capté par la caméra. et ça, c'est transmis par l'image, et Ouais. c'est perceptible par notre sens visuel. Autrement dit, euh, euh, je vais voir quelqu'un qui s'exprime dans une situation de vie dans laquelle je me projette, mais qui va exprimer dans l'image visuelle à laquelle j'ai accès un état intérieur qui n'est pas le même qu'un état intérieur spontané. Est-ce que je suis claire? Ça veut dire que son aura, parce qu'il est dans un jeu de comédien, ne va pas exprimer la même chose que s'il vivait cette scène de vie réellement dans sa vraie vie sans jouer un jeu d'acteur. Sauf que paradoxalement, il y a certaines écoles d'acteurs qui essaient de t'apprendre à te mettre vraiment dans la peau du personnage. On est bien d'accord. Donc est-ce que parfois tu ressens un décalage avec les auras et parfois tu ne ressens pas ce décalage? Je le ressens tout le temps. En fait. Ah oui, d'accord, donc c'est pas une question de qualité de jeu. Absolument pas en fait. C'est une question totalement qu'on pourrait appeler biologique ou énergétique, c'est-à-dire que ça ne se trouve pas chez l'animal par exemple. L'animal, il va toujours exprimer ce qu'il est spontanément dans l'instant. D'accord ? Or là, si je regarde un film avec un acteur, d'accord, je vais avoir une perception, dans ma perception visuelle globale, celle que je reçois comme étant une image, et même si je ne vois pas les auras, j'ai des informations par ces auras. Il va y avoir un décalage entre ce que la personne semble exprimer dans son contexte et ce qu'elle vit intérieurement. C'est de te ruiner tous les films en fait. Non, pas du tout, parce que je me suis rendu compte de ça. Je suis très bonne spectatrice, j'adore le cinéma, je suis très cinéphile et je peux tout à fait profiter d'un bon film. Cependant, je me suis rendu compte dans le cadre de mon travail de recherche intérieure, dans le cadre de mon travail de recherche énergétique, que ce phénomène-là, nous sommes dans un monde de l'image, génère un trouble. Et génère un trouble qui s'accumule individuellement et collectivement. C'est un trouble que j'appellerais un trouble de référencement intérieur auquel nous pouvons nous adapter, mais qui néanmoins, parce que évidemment la réponse est facile en disant mais on sait bien que c'est un film, mais étant donné qu'il y a des systèmes de projection, etc., qu'on s'identifie, etc., ça génère un trouble particulier que notre cerveau et notre psyché est obligé de gérer en fait. Je ne sais pas si je suis claire. C'est très clair, mais je suis curieux justement des conséquences et sur le plan énergétique, je ne sais pas s'il y en a, si tu en as repéré, quelles conséquences ça peut avoir justement.
Alors, cette accumulation de confusion dans les auras, si j'ai bien compris. c'est-à-dire que notre système mental analytique va dire je sais que c'est une fiction. D'accord. Donc, voilà, c'est un film, je sais que c'est une fiction, je peux avoir une interaction émotionnelle ou non, mais je sais que c'est une fiction. Sauf que en Occident, nous sommes déformés par le fait de croire que dans la mesure où je sais et que je comprends, en fait, ça fait tout le boulot. En fait, ça ne fait pas tout le boulot. Parce que mon système visuel et mon système instinctif est perturbé par une confusion, en fait. Une confusion qui est, dans la vraie vie, je vois des auras qui expriment des choses spontanément en lien avec un comportement, d'accord. Et dans le film et dans l'image, je suis témoin d'une scène de vie, mais où il n'y a pas la même adéquation entre l'expression physique et l'expression dans les auras. Voilà. Et que ce traitement de cette différence d'information, nous croyons qu'elle se fait parce que simplement on sait bien que c'est du cinéma, mais en définitive, ça n'est pas si simple que ça et que ça génère des confusions. Ça génère des confusions et une consommation d'énergie et quelque chose qui s'accumule dans la psyché. Donc ceci a forcément un impact euh, individuel et collectif. Et je pense que tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire que probablement le cerveau a trouvé des adaptations et des solutions biologiques pour remédier à ce décalage-là, mais lorsqu'il y a, la question se pose, lorsqu'il y a une surconsommation, puisque c'était aussi un petit peu ta question, ouais, tout à fait, lorsqu'il y a une surconsommation d'images, que ce soit pour des individus adultes, adolescents ou dans le cadre de l'enfance, je pense que ceci est à prendre en compte, ce dont je parle. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai été assez claire entre l'adéquation entre les auras et un comportement spontané et le décalage dans l'expression de l'aura par un acteur. Oui, non, en tout cas, moi c'est très clair. Ça génère une confusion. La question c'est est-ce que tu as déjà pu analyser, repérer des conséquences concrètes, au-delà de la mise en garde en fait? Je ne peux pas dire que j'ai fait un travail suffisamment avancé pour dire il y a telle conséquence, et d'en faire un travail de synthèse à l'heure d'aujourd'hui. En tous les cas, je suis sûre de ce que j'avance et je suis sûre que c'est quelque chose à prendre en compte. Sans pour autant que j'ai de solution d'autre que la gestion en termes d'équilibre, de temps et de réajustement. Mais ça pourrait être intéressant que j'approfondisse ce sujet-là, c'est certain. Et sur le phénomène addictif lui-même, le fait que plus on en regarde, plus on a envie d'en regarder, est-ce que c'est quelque chose que tu as contacté, que tu arrives à expliquer? Alors évidemment, j'ai contacté le phénomène addictif. C'est trop récent. Aux écrans, aux images en particulier. Alors, il se trouve que dans ma structure, j'ai une telle sensibilité visuelle, par le visuel, que comment dire, j'ai un seuil d'acceptation de l'image dans un monde de l'image d'aujourd'hui qui est nettement plus bas que la plupart des gens, c'est-à-dire que je suis très vite en overdose en fait. D'accord. Très très vite. Tu passeras pas la nuit à regarder une série. Ce que de plus en plus de gens font. Alors, je suis effectivement en difficulté pour ces expériences-là. Alors, il se trouve que j'ai été amenée à faire ces expériences-là il y a quelques mois. D'ailleurs, c'était à la période de Noël. J'étais tellement en difficulté dans cette période-là que j'ai commencé à aller à cette facilité d'avoir accès à l'image par l'ordinateur et du coup d'avoir accès à des séries. Et donc, j'ai contacté effectivement l'addiction, le phénomène addictif lié aux séries. Il m'est arrivé de regarder ce qui est pour moi une overdose jusqu'à, en termes horaires, alors je pense 4-5 heures. Donc pour moi, c'est une réelle overdose d'images. En revanche, donc c'est tout à fait récent, ça date d'il y a 3 mois. Et dans cette période-là, je n'avais pas la disponibilité intérieure de me mettre
en écoute énergétique sur l'impact de ceci, donc je n'étais pas en état pour ça. Je le regrette fort, mais donc je peux pas Bon, tu le referas. Oui, peut-être, oui, peut-être. Parmi tout un tas de sujets d'études qui sont sur le feu en ce moment et pour lesquelles j'attends d'avoir suffisamment avancé pour faire un travail de synthèse partageable, mais ça fait partie des choses effectivement utiles. Alors, à défaut de répondre avec précision sur le thème de l'addiction à l'image et aux séries, je dirais que une des choses aussi qui me semble important de signaler, c'est les images de synthèse. Ouais. Et ça va aussi dans le thème de ce décalage entre ce que je vois, ce que je projette, notamment dans les images de synthèse, et ça me paraît très, très, très dangereux. J'ose le terme dangereux dans la confusion intérieure que ça crée, notamment chez les jeunes et notamment chez les enfants, car on utilise de plus en plus des images de synthèse pour représenter des individus humains. Les dessins animés de notre enfance. Oui, sauf que le dessin animé... Il pouvait être crayonné, il pouvait être dessiné. Le dessin animé ressemble à un dessin animé, c'est-à-dire qu'on s'y projette, mais on voit encore que c'est un dessin. Ah oui, d'accord. Alors que dans certaines images de synthèse... Qui essaient de coller au réel. Voilà, l'image de synthèse essaye de coller au réel et qu'on voit donc, du coup, des êtres humains qu'on pourrait apparenter à des êtres humains, mais qui sont issus d'images de synthèse. Avec, voilà. Oui, les effets spéciaux d'aujourd'hui y arrivent en tout cas. Y arrivent avec un regard, avec... Voilà. Et là, je pense que le thème de la confusion, il est, me semble-t-il, beaucoup plus intéressant quand je l'ai contacté par l'aura, au travers des acteurs qui jouent une scène et qui donc n'expriment pas spontanément dans leurs auras ce que quelqu'un vivrait dans son vécu, si c'était un vécu spontané. Mais d'autre part, donc, cette confusion intérieure, je pense, est réellement à prendre en compte dans le fait que l'utilisation des images de synthèse qui essayent de rendre plus réel le réel, mais d'emmener le réel dans une fantasmagorie, en fait, je pense, est dangereuse. Voilà, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ça génère une confusion intérieure de repères qui sont des repères instinctifs au vivant, des repères nécessaires au vivant. On se déconnecte du vivant en fait. On se déconnecte du vivant. Et notre cerveau a beau savoir que ce sont des images de synthèse, d'une part c'est pas valable pour la jeune génération, pour les enfants, et même pour un adulte, à force, il y a quelque part une confusion qui s'opère à l'intérieur dans des repères qui sont des repères instinctifs, spontanés, vibrants, vivants, à une dimension unitaire du vivant. Donc cette perte de connexion est pour moi réellement alertant. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais qu'est-ce qui nous rend accro là-dedans? Parce que typiquement, il n'y a pas les mêmes problèmes quand on lit des livres. Quand tu lis la même histoire en film ou en livre, tu n'as pas le même problème quand tu lis le livre. Il n'y a pas ce décalage dans la perception des auras. Il n'y a pas ce besoin de reconstituer le pixel que tu décrivais. Et d'ailleurs, c'est moins addictif de lire un livre que de regarder le film. On est plus actif, on est moins passif. Absolument. Donc, je ne sais pas si j'ai exprimé le paradoxe suffisamment clairement ou si j'ai répondu. À savoir ? À savoir, est-ce que c'est l'image elle-même en fait qui rend accro et qui justement en plus crée des décalages qui sont dangereux? Oui. Ou est-ce que c'est la mécanique de l'histoire qui fait qu'on continue à regarder, on continue à regarder, on continue à regarder? L'image elle-même rend accro comme de l'édulcorant finalement? Comme du mauvais réel? Oui, l'image elle-même rend accro comme un édulcorant, comme du mauvais réel, effectivement. Ça génère des sensations particulières qui évidemment sont différentes si je lis un livre, puisque je ne suis pas sur une induction d'image. Ça passe pas par le visuel, ça passe par l'imaginaire, mais l'imaginaire, quelque part, il part de moi. Ouais, d'accord. Et il y a le processus d'identification n'est pas le même en fait. Se projeter dans une image et dans une lecture par un langage et une résonance intérieure, c'est pas pareil en fait, du tout. Ah oui, d'accord. Donc on ne retrouve pas les mêmes addictions. Et non, parce que quelque part l'image nous renvoie à notre perception du réel.
Oui, notre perception directe du réel. Si notre perception en direct du réel se transforme, nous n'avons plus de repères en fait. Et nous avons à un moment donné une confusion de sensations intérieures. Alors que si je lis un livre, je ne suis pas dans une confusion par rapport au réel, puisque je lis un texte. Je lis un texte et je le vis. Il n'y a pas de confusion. Je sais que je lis un texte. Et ce texte a un impact sur mon imaginaire, etc. Mais je n'ai pas de confusion par rapport au réel, en fait. oui, puis comme tu le disais, tout ce qui est toute la construction des images vient de nous, ce qui fait une différence, bien Voilà. sûr. Alors que dans l'autre cas, il y a une confusion entre le vivant et... Alors, dans une moindre mesure, j'ai vécu Mm. la même chose liée aussi à ma sensibilité, mais qui est aussi quelque part mon outil de recherche et qui permet aussi de mettre en œuvre un certain nombre de choses en termes de décodage et en termes d'évolution, de compréhension et d'évolution. À savoir que j'écoute très peu de musique sous le biais de CD, de musique enregistrée. Et alors là, on parle non plus du traitement de l'image, mais du traitement du son. Et je me suis longtemps interrogée, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement sonore, en fait. Et en fait, le fait est que je suis plus sensible que d'autres personnes au traitement du son. Et donc à la modification de la fréquence naturelle du son produit par une voix ou produit par un instrument de musique. C'est-à-dire au son vrai, ce qui est le transposé de l'image. Là, c'est une perception auditive. Donc, dès que le son est traité par une amplification micro, d'accord. Or, maintenant, toutes les musiques sont produites avec des micros. Ah, puis ça va bien au-delà de ça, la plupart des voix sont retraitées par Voilà. de l'autotune et Tous les des textes, des artifices comme ça. tous les disques, avant on Mm. enregistrait, hein, Mm. maintenant le son, la qualité du son est retraitée. Et donc plus le travail de traitement de l'information sonore est présent, et plus quelque part dans ma perception, puisque je suis fondamentalement sonore dans mon travail énergétique, et je dis toujours que les sons dont il s'agit ne sont pas forcément des sonorités audibles, mais qu'il faut prendre en termes vibratoires, d'accord. Et donc quelque part, on, on appauvrit la vibration sonore de fréquences qui sont en rapport avec le réel. Et ceci, donc, quelque part, instinctivement, en fait, j'ai retiré de mon quotidien, sans m'en rendre compte, sans le décider, en fait, mais instinctivement, et je m'en suis rendu compte a posteriori, mais pourquoi finalement Et tout simplement parce qu'instinctivement, j'allais vers une augmentation de l'acuité consciente de mes perceptions dans le cadre de ma dynamique de travail et de recherche, et que si j'écoutais trop de sons traités, eh bien, quelque part, j'obtenais le résultat inverse, c'est-à-dire que j'appauvrissais mon oreille et que ça créait mon oreille, ma perception vibratoire sonore, et que ça générait du coup un handicap et une confusion. Justement, pour faire le parallèle entre image et son, est-ce que le vinyle, par opposition au CD, donc à l'enregistrement numérique du son, euh, tu as pu contacter une vraie différence de qualité de ce point de vue-là? Alors, effectivement, je ne suis pas allée très loin dans ces expériences-là. J'ai plus de vinyle sous la main et de platine, mais pour le faire en direct. Mais si un jour je décide que ça devient mon laboratoire, que je vais approfondir ce sujet, je m'équiperai pour ça. Mais effectivement, la qualité du son avec un vinyle est porteur de plus d'artefacts, ce qu'on appelle des artefacts sonores, des craquements, des machins, mais il est moins dénaturé. D'accord. Voilà. Et ça, tu le ressens. Donc, tu ressens une fatigue auditive, en fait, comme tu parlais d'une fatigue visuelle, d'une fatigue du cerveau après avoir regardé des films en numérique. Tu ressens une fatigue auditive après avoir écouté trop de CD. Alors, ma perception avec le sonore est substantiellement différente.
C'est-à-dire qu'avec le sonore, hum, mon ressenti est qu'il y a quelque chose de substantiellement nourrissant dans la musique que j'écoute et à laquelle et ce quelque chose, je n'y ai pas accès. Autrement dit, j'ai en direct, lorsque j'écoute, je ressens le manque d'une saveur, d'un, pour le coup, d'un contact, d'un émoi même, d'une entrée en résonance, je ressens un manque. D'accord, là où le film, le DVD, pour le coup, tu le regardes. Ouais. Contrairement au Ouais. le CD, tu les écoutes plus. Oui, parce que il me Le DVD, manque tu quelque regardes. chose en Ouais. fait. Tu ressens le manque beaucoup plus fort qu'avec un DVD. Oui. Et après, sur le thème de la musique, c'est vraiment compliqué pour moi parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, l'idéal, c'est d'aller écouter des musiciens en direct et non amplifiés, ce qui devient rarissime pour le coup. Sauf s'ils sont débutants et qu'ils jouent dans une toute petite salle. Oui, Et encore, et encore. fort heureusement, il y a des personnes qui restent convaincues de l'importance de la qualité de la musique acoustique et qui sont à la fois des musiciens voilà, qui ont une Réputé. expérience de la musique et qui ont ces propositions-là, mais elles sont du coup rares et pour moi donc d'autant plus précieuses.